Kinshasa est sous une pression intense de la part de la communauté internationale pour entamer des négociations avec son agresseur. Face à cette pression extérieure, une cohésion interne s'impose. Cependant, l'ensemble voit le contraire. La situation que traverse le pays semble être aux yeux de beaucoup comme une guerre contre le régime de Tshisekedi et non une guerre existentielle de la RDC. Comment recréer cette cohésion tant recherchée? Faut-il un dialogue pour que la classe politique regarde enfin dans la même direction? Les réponses dans ce dossier. Depuis plus de 2 ans, la RDC est de nouveau victime d'une agression de la part de son voisin rwandais. Pour cacher son implication, le dirigeant rwandais a ressuscité le M23, défait il y a plus de 10 ans par les FARDC. Le dernier rapport des experts des Nations Unies pointe clairement du doigt l'autre voisin, l'Ouganda, de faciliter l'entrée des troupes ennemies sur le sol congolais. Une situation sans conséquences sur le plan humanitaire. À ce jour, la RDC compte plus de 7 millions de déplacés internes dus à cette agression. Un chiffre qui risque de prendre l'ascenseur, surtout qu'aucune solution n'est jusque-là trouvée. Cependant, on comprend bien que l'on ne pourra pas parvenir à une normalisation à long terme de la situation RDC uniquement par des moyens militaires. Il nous faut le dialogue, il faut des mesures efficaces de renforcement de la confiance, la consolidation des États de la région qui doivent comprendre qu'ils ont intérêt à stabiliser la situation dans la région des Grands Lacs. En fin de compte, tous ont à gagner un développement pacifique et durable, une coopération mutuellement bénéfique et du règlement des vieux problèmes. À cet égard, nous appelons à l'intensification des travaux sur l'application intégrale de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. À l'interne, l'engouement constaté pendant les élections de décembre dernier autour de cette crise semble se volatiliser. Les campagnes lancées par le gouvernement pour une approbation totale de la population semblent produire le contraire ou carrément un résultat mi-teinte. Les résultats issus des urnes ont divisé en lieu et place d'unir dans la classe politique. Conséquence, la crise existentielle que traverse le pays avec cette guerre d'agression est aperçue par l'opposition comme plutôt une guerre contre le régime Tshisekedi. L'opinion constate plus de critiques que des propositions concrètes pour mettre fin à cette guerre. La cohésion interne tant recherchée semble inexistante et pourtant, cela constituerait une arme redoutable contre la guerre injuste imposée à la RDC. Pour obtenir cette cohésion interne, nombreux proposent un dialogue, peu importe son appellation. Un espace où les Congolais pourront discuter ou aboutir à une solution efficace. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures. Un des candidats malheureux à la dernière présidentielle, Martin Fayoulou, pour ne pas le citer, l'a évoqué lors de son discours prononcé à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du pays. Un appel que le pouvoir en place semble ignorer jusque-là. D'où la question, comment ressusciter cette cohésion nationale interne face à l'agression rwandaise? La culture des pourparlers en RDC n'est pas un phénomène nouveau. Rarement en Afrique, il est convoqué des dialogues pour définir les options à lever pour le développement du continent. Et même si c'est le cas, aucun suivi, aucune évaluation, aucune déclinaison de mise en œuvre ne sont réalisées. La préoccupation majeure de la société politique africaine reste le partage du pouvoir. Et pourtant, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Corée du Sud, en Indonésie, en Thaïlande, en Chine, pris souvent comme modèle de croissance, ces pays-là ne se sont pas développés par des dialogues de partage du pouvoir. Ces pays ont plutôt mis en place des politiques publiques solides basées sur des besoins réels qu'ils ont exécutés sur 20 à 50 ans. Depuis 1960, les dialogues qui se sont succédés en RDC n'auront été qu'une aubaine pour les bénéficiaires du pouvoir. S'il fallait compter sur leur nombre, il aurait déjà fait de la RDC un pays le plus stable et émergent d'Afrique. De l'heure conciliable, les acteurs politiques sont les premiers à brandir les intérêts supérieurs de la nation dans la forme, mais sans pour autant s'en préoccuper dans le fond.
il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Au regard des défis géopolitiques et géostratégiques actuels du monde, nous devons donner au Congo-Kinshasa la place qui lui revient dans le concert des nations. C'est notre responsabilité collective. Seul le partage des postes ministériels et autres postes de responsabilité les préoccupe en réalité. Plusieurs observateurs sont d'avis que les pourparlers politiques n'offrent que des solutions à court terme. De la table ronde en Belgique, en passant par la Conférence nationale souveraine, le dialogue intercongolais de Sun City, les concertations nationales et le dialogue de 2016 sous l'égide d'Eden Kojo et des pères de l'Église catholique, les résultats n'auront pas produit des résultats escomptés en ce qui concerne le développement et l'émergence du pays. Convoquées en septembre 2013, les concertations nationales avaient pour objectif de consolider la cohésion nationale, d'assurer la victoire sur toutes les forces d'agression, de mettre fin au cycle infernal de violence au nord et sud Kivu et dans l'Ituri et de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Plus de 600 recommandations sont sorties de ces assises, suivies d'un gouvernement d'union nationale. Bien que le M23 ait été défait, les attaques des autres groupes armés ne s'étaient pas estompées. La cohésion nationale tant recherchée n'était pas au rendez-vous. La majorité des opposants qui avaient rejoint le gouvernement d'union nationale ont été exclus de leurs partis respectifs. Le même tableau était visible lors des dialogues de la Cité de l'Union africaine et de la CENCO. Comment alors se débarrasser de ces ratés pour avoir des véritables pourparlers devant aboutir à la cohésion nationale face à l'ennemi? Y a-t-il un autre remède pour constituer un front interne contre l'agression? L'exemple Israël est-il possible en RDC? Des questions qui valent son pesant d'or. Monsieur Patrick Mutombo, que faut-il faire pour créer cette cohésion nationale? Est-ce qu'il faut un dialogue comme il fit en son temps des concertations nationales, dialogue de la Cité de l'Union africaine? Qu'est-ce qu'il faut réellement? Parce qu'il n'y a pas de cohésion autour de cette histoire. Nous avons déjà commencé à y réfléchir depuis très longtemps. Avec mon bureau d'études, nous avions estimé et communiqué à qui le droit que aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous cacher la face avec un doigt. Il y a des zones de tension dans le pays. Il y a Maïndombe. Avec les Mobondo. Il y a l'Est, avec aujourd'hui le M23. Dans le Nord Katanga, même dans le Katanga, là, il y a beaucoup de problèmes de friction. On ne peut pas se voiler la face. Et donc, il est très utile et très important aujourd'hui que l'on puisse faire avancer l'idée de cette cohésion nationale et au besoin qu'on puisse même l'institutionnaliser. Vous savez que dans d'autres pays, comme l'Afrique du Sud, il y avait la médiatrice de la République. Donc c'est une personnalité qui joue le rôle de mettre les enfants du pays autour d'une table chaque fois que de besoin. Donc, un adage dit qu'on reconnaît le maçon au pied du mur. Exactement. J'étais en train de penser avec mon bureau que cette cohésion nationale devrait faire l'objet même d'un tout un ministère au sein du gouvernement. Nous pensions qu'il fallait faire un ministre, selon une préséance donnée au sein du gouvernement, qui devrait être celui qui s'occupe de la cohésion nationale, des réfugiés et des déplacés internes. Ça donnait un signal très fort qu'au tout début du deuxième mandat du président, le mandat avec lequel il faut corriger bien sûr les erreurs du passé, comme il avait lui-même dit, que l'on eut un ministre d'État chargé de la cohésion nationale, des réfugiés et des déplacés. Et celui-ci travaillerait sous l'autorité du Premier ministre et le chef de l'État, qui a pour circonscription électorale toute la République démocratique du Congo, devrait être tenu quand même au-dessus de la mêlée. Et ce ministre est habilité
à prendre langue avec quiconque est congolais et qui sème de la zizanie dans le pays au nom de la cohésion nationale. Pas pour qu'un jour on se dise non, nous rentrons encore à la Cinco, les pères spirituels viennent. Non, je suis moi-même un ancien prêtre raté. Quand un prêtre se mêle dans une affaire, c'est difficile de l'en sortir, il va brandir le bréviaire. Je pense que l'idée de la cohésion nationale doit faire son chemin. On ne peut pas, comme mais c'est à quel prix? Parce que l'expérience nous dit qu'à chaque fois qu'il y a concertation nationale ou dialogue, à la fin, il y a partage de pouvoir, partage de responsabilité. Mais ce sera à quel prix si on s'en tenait à votre idée? Non, tu voulais dire pour quelle finalité? Exactement. Pour quel débouché? Exactement. Vous savez, la cohésion nationale, quand il faut la penser, il faut la percevoir comme cette capacité à faire en sorte que quiconque se sent vraiment fils de ce pays ne puisse pas penser qu'il peut se faire les revendications politiques par des voies militaires. Nous n'avons fait qu'emmagasiner cette tendance qu'ont beaucoup de personnes à prendre des armes pour faire leurs revendications politiques par des voies militaires. Il y en a qui sont avec nous à l'Union Sacrée, qui sont à Kinshasa, qui aujourd'hui doivent ne s'être pas retrouvés dans le gouvernement ou dans les institutions. Ils deviennent par conséquent un vivier dans lequel on peut puiser pour aller dans le camp de ceux qui prennent les armes. Exactement. Pour faire passer les revendications politiques. Il y en a beaucoup d'opportunistes qui sont dans le pays, il faut faire attention à ça. Donc la cohésion nationale devient cet outil, devient cette voie royale qui nous permet d'anticiper sur des velléités de certains d'entre nous à aller devenir facilement, à aller devenir désinstrumentalisés, y compris des pays voisins qui, eux, les instrumentalisent pour leur visée hégémonique. Parlons peu, parlons vrai. Pensez-vous vraiment que si le Rwanda parvenait à prendre des pans entiers du territoire national, c'est pour le bonheur d'un fils de Bazouélé ou de Haut-Ouélé? Et serait-ce pour le bonheur d'un fils de pas de Songololo? Non, ça serait pour le bonheur du Rwanda et de l'avenir du Rwanda. L'avenir du Rwanda déployé sur le territoire national comme une zone, le territoire national congolais, comme une zone d'influence. Exactement. Donc nous devrions faire attention. Ça, c'est une première des choses. Une deuxième, oui. Nous devrions aussi éviter que nos services deviennent, par excès des ailes, des complicateurs de l'action politique du président de la République. C'est-à-dire, vous êtes dans le fin fond de Goma, ou de Bukavu, ou du Katanga, je ne sais pas, Équateur. Vous permettez, comme ça, avec un excès de zèle, d'arrêter des gens pour leur faciès. Vous savez qu'il y a beaucoup d'arrestations à Goma. Tout simplement parce que les gens qu'ils arrêtent, ils ressemblent à ceux qui font la guerre. C'est des arrestations, nous pouvons dire, arbitraires. Exactement. Ça, ce n'est déjà pas bon. Le président de la République n'est pas dans ça. Donc, vous donnez des arguments à l'ennemi. Vous donnez des arguments à l'ennemi. Vous donnez aussi des arguments à celui qui est traqué de penser que si mon gouvernement ou l'État congolais ne me protège pas, peut-être devrais-je avoir le salut par ceux qui sont en train de guerroyer dans la montagne. Une fois de plus, les excès des ailes de certaines personnes qui sont dans les services, qui se permettent comme ça d'arrêter des personnes, qui font des amendes à payer, qui n'en sont pas une. Visitez les prisons, vous allez remarquer qu'il y a aussi ce peuplé de personnes qui sont là parce qu'on les a arrêtés peut-être pour leur faciès. Ce n'est pas bon. Je ne vois pas le président de la République tel que le pays l'a voté, l'a élu, tel que le peuple congolais l'aime en masse, vouloir à ce qu'une partie de la population trouve que son sauveur n'est pas le chef, mais c'est quelqu'un d'autre. À cause de cette zèle. Ça aussi, ça fracture, ça fragilise cette cohésion nationale. On devrait y travailler. Décrispation politique, sortie des prisonniers, entre guillemets, politiques, ce sera aussi une solution pour voir un peu cette cohésion nationale? Si c'est possible, pourquoi pas? La décrispation politique, oui.
Mais il faudrait que ça soit avec une perception claire. Qui est prisonnier politique, qui ne l'est pas? Qui a fait quoi pour être affublé de titres de prisonnier politique? Il y a à boire et à manger. Donc je veux ici vraiment évoquer tous ces faits minimes ou majeurs qui font que par moments les gens cessent d'avoir confiance dans la République, dans la communauté nationale. Ils préfèrent peut-être attendre une main salvatrice qui viendrait d'ailleurs. Alors qu'au nom de la cohésion nationale, si nous faisons cette cohésion nationale, si nous savons anticiper, si nous savons mettre de l'ordre dans la façon de faire notre politique, dans la façon de gérer nos services, même dans la façon de redistribuer nos richesses, nous n'aurons pas de personnes qui devraient se sentir à l'aise avec le soutien des autres. C'est ça la cohésion nationale. D'accord. Troisième dossier.